Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le week-end du 23 au 24 septembre 2023. Non, je dis ça parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de monter toute la vidéo aujourd'hui. Donc je ne sais pas à quelle heure sera la publication de ce Swiss Bliss, mais en tous les cas, nous sommes le week-end et on aura largement, enfin vous aurez largement le temps de le voir avant de recommencer lundi matin. Donc, bilan d'une semaine assez spectaculaire en termes de performance, puisque c'était pas aussi facile que ça. Il faut dire qu'on a eu pas mal de surprises et que les banques centrales étaient vraiment le centre du plateau. Pourtant, il s'est passé 2-3 trucs à côté quand même si c'est pas très relevant. Évidemment que ça a été placé sous le signe des taux des banques centrales, de la vision des banques centrales qui se situe à peu près à 30 jours d'ici, parce que pour l'instant ils ont la vision en VFR, Visual Flight Rules, ils veulent à vue. Et puis il y a beaucoup de brouillard, donc c'est pas facile pour eux de savoir exactement où est-ce qu'on va maintenant au niveau des taux, au niveau de l'économie, au niveau du reste du monde. Donc du coup on a eu une semaine assez tendue, on va dire, et puis finalement ça s'est assez mal passé. Alors c'est pas très rassurant pour la suite des événements, sachant que l'on sait, je vous l'ai dit au moins je pense 4 fois dans le Morning Bull cette semaine, que globalement, le mois de septembre n'était pas un bon mois, mais que la partie du mois de septembre qui était plus moche, le plus moche, eh bien c'est à la fin du mois de septembre. Ça tombe bien, c'est la semaine prochaine. Donc oui, thématique des banques centrales. Je vais essayer d'être court, simple et rapide. Bon, c'est pas facile pour moi parce que dès qu'on me donne un micro, j'ai tendance à parler beaucoup, longtemps et de manière assez compliquée ou ennuyeuse, je sais pas. Mais en tous les cas, je vais essayer de faire court parce que j'en ai parlé quasiment tous les jours la semaine dernière. Je suppose que vous en avez jusque-là, des banques centrales. Donc on va quand même essayer d'accélérer un peu le mouvement. Donc ce qu'il faut retenir globalement, c'est qu'en début de semaine, on s'attendait à que la Fed ne fasse rien. On s'attendait que potentiellement il soit relativement au quiche, mais plutôt en train de dire je vais me transformer en colombe, donc de devenir deviche. Donc on était plutôt rassurés. On attendait que les Anglais augmentent les taux de 0,25. On attendait que les Suisses augmentent les taux de 0,25. On attendait que les Japonais augmentent pas les taux, mais qui tournent globalement leur position de très deviche, parce que eux sont en taux négatif encore, et donc d'être très deviche, à passer peut-être potentiellement qu'il va falloir qu'on monte un petit peu les taux pour freiner un petit peu l'inflation au Japon. C'est ce qu'on attendait là-bas. Ça, c'est ce qu'on attendait lundi matin. Et puis, lundi, mardi, on a attendu, globalement. Et puis, tout d'un coup, mercredi, ça a commencé. Donc, mercredi soir, on a eu la Banque centrale américaine, la Fed. Oui, alors, ils n'ont pas changé les taux comme le marché l'avait attendu. Par contre, c'est dans le discours que ça s'est mal passé. Alors, si vous voulez en reparler et réécouter encore ce qui s'est passé et comprendre pourquoi ça s'est passé, je vous recommande de regarder les deux vidéos, celle de jeudi soir, celle de mercredi soir et celle de jeudi matin. Celle de mercredi. Je vous recommande de regarder les deux vidéos du Morning Bull que j'ai fait la semaine dernière. Mercredi soir, juste après la Fed, et vendredi matin pour faire le bilan de la semaine par rapport à la Fed. Donc si vous voulez vous retaper encore l'histoire, c'est là-bas. Mais en gros, ils sont plutôt au quiche. Monsieur Powell s'est montré très sévère. Il va garder les taux élevés encore relativement longtemps, donc il va falloir s'habituer à des taux élevés, il va falloir s'habituer à une inflation relativement élevée, même s'il pense qu'elle va graduellement descendre en direction des 2%, mais ça c'est pour fin 2024. Et puis en 2024, comme chaque fois, ils sortent leur dot plot, enfin leur plan de marche, si on veut bien, sur les taux d'intérêt. Et on s'attendait à 4 baisses de taux d'intérêt en 2024 qui ont été réduites à 2. Donc ça, forcément, on n'a pas aimé. C'est reparti à la casse aux États-Unis, les supports ont cassé et la tendance n'est pas super et c'est difficile de trouver des supports avant 2-3% plus bas. Donc ça, c'est pas très rassurant. Deuxième étape, la Suisse devait monter les taux, mais finalement, Monsieur Jordan a dit que tout allait bien et qu'ils étaient sous contrôle. Alors pour l'instant, ils ne montent pas les taux. Ouf, mais quand même, on va surveiller attentivement pour voir au cas où l'inflation reprendrait. Mais comme elle est en train de se calmer encore en Suisse, et elle est vachement plus basse que dans le reste du monde, eh bien, il va quand même surveiller ça attentivement. Donc, il n'exclut pas la possibilité éventuellement peut-être de remonter les taux, ou pas. C'est vous dire la visibilité. Ensuite, les Anglais, on s'attendait à une hausse des taux. Eh ben non, ils n'ont rien fait. Là aussi, bonne surprise. Mais en même temps, quand on voit, il dit, en gros, grosso modo, le point positif, c'est que l'inflation ne monte plus. C'est déjà pas mal. Mais je crois qu'ils sont à 8 ou 9% d'inflation là-bas. Alors quand on a 8 ou 9% d'inflation, puis on dit ça monte plus, oui, mais t'es quand même à 9% d'inflation. Donc c'est pas non plus super rassurant. À côté de ça, je vous parle même pas du pétrole qui monte, parce que ça, tout le monde s'en fout pour l'instant. Mais globalement, eh bien, on sent bien que la Banque d'Angleterre a fait le nécessaire pour essayer de freiner l'inflation, mais aussi d'essayer de soulager les gens en ne montant pas les taux trop haut,
parce que ça commence à devenir problématique aussi. On l'a vu entre autres aux États-Unis, hein, les hypothèques qui frisent de 8% aux États-Unis, 8% sur 30 ans, ça fait quand même cher quand vous achetez une maison à 2,5 millions. Et puis de l'autre côté, eh bien, on sent que c'est pas non plus encore l'euphorie. Donc voilà, rien de spécial, mais en tout cas, nos prévisions sur la BNS, on s'est foutu dedans. Nos prévisions sur la BOE, la Bank of England, on s'est foutu dedans. Nos prévisions de la Fed, on s'est plus ou moins foutu dedans, mais on avait quand même juste au niveau des taux qui ne bougeraient pas. Il restait les Japonais. Alors les Japonais, eux, on sait qu'ils sont en taux négatif, on sait qu'ils n'allaient pas bouger les taux, mais le gouverneur de la banque japonaise, M. Ueda, avait laissé entendre qu'étant donné les chiffres économiques, il se pourrait qu'éventuellement, peut-être, il change son positionnement pour passer de dovish, parce que oui, ils sont dans l'autre sens, à hawkish. Alors nous, on aimerait que les gens passent de hawkish à dovish, du côté Fed, du côté BNS, du côté BOE, du côté BCA, et puis au Japon, bah oui, ils aimeraient que ce soit l'inverse. Il faut qu'ils se mettent d'accord, enfin pour l'instant, c'est pas le même cycle économique dans lequel nous sommes au Japon. Toujours est-il qu'il n'a pas montré d'intention vraiment de changer de direction, donc résultat, on n'a pas trop aimé. Alors ce qui est assez phénoménal, c'est que finalement, vous avez les Américains qui confirment leur hawkishness, le marché baisse. Vous avez les Japonais qui confirment leur dovishness, le marché baisse aussi. Donc de toute façon, le marché baisse et c'est un peu le bilan de cette semaine. Au niveau des chiffres économiques en Suisse, eh bien, en dehors de la BNS, on notera qu'on a publié la balance du commerce extérieur. Alors ça va un tout petit peu mieux. On a vu qu'il y avait une amélioration du côté de l'horlogerie. Par contre, ce qu'on constate aussi, c'est que les échanges avec les pays du Far East sont un petit peu en train de péricliter. C'est pas top de ce côté-là. Et puis on notera aussi au niveau des indices qu'il y a eu un rebalancement, waouh, hyper sexy en Suisse sur le SLI, hein, le Swiss Leader Price Index. Donc ils ont viré Temenos et AMS Osram de l'indice pour mettre à la place la Roche Inhaber, la Roche Porter donc, et puis l'action SIG, l'armement. Donc voilà, donc du coup ils ont rentré deux nouvelles actions et ils ont viré ils ont rentré deux grosses, deux anciennes pour virer deux jeunes. Et puis c'est apparemment, bon, Roche, pour moi c'était déjà un leader avec le bon Roche. Maintenant il y a les deux actions dans l'indice, tout va bien, c'est super. Et puis je sais pas si c'est très rentable tout ça, mais enfin bref, peu importe, c'était à signaler, mais si on regarde un petit peu les performances de ces quatre actions, bah, comme le SMI s'est fait défoncer la tête pendant toute la semaine, eh bien, elles ont baissé quand même. Donc même celles qui sont rentrées dans l'indice, ça n'a rien eu comme impact au niveau de la performance des actions. Les quatre ont terminé en baisse. Et les performances de la semaine, alors comme vous le voyez, il n'y a pas grand-chose qui est en hausse, hein, mis à part la Chine qui gagne 0,47%, de la folie. Alors il faut quand même noter que pour l'instant, ils ont affirmé leur volonté d'injecter des liquidités à droite à gauche, donc ça rassure un petit peu. En même temps, on a l'impression que pour l'instant, le marché chinois est dans le commun et il n'y a rien de neuf sous le soleil. L'argent qui gagne 2,23%, ça intéresse pratiquement personne. Le Bitcoin qui ne fout rien, l'or qui baisse de 0,07%, le crude oil qui baisse de 0,48%. Bon, ça, il faut encore relativiser, mais en tout cas, on est quand même au-dessus des $90 sur le crude oil, donc ça n'arrange personne. Et rappelons quand même que la vieille citation qui nous dit que quand le pétrole est à 100, eh bien c'est une annonce de récession pour les États-Unis. On n'est plus qu'à $10 de cela. Et malgré des intentions de baisse que le pétrole nous a montré ces derniers temps, eh bien on n'arrive pas à baisser et ça continue à aller plutôt pas mal du côté du baril, même si la performance sur cette semaine n'est pas exceptionnelle. Autrement, on commence avec l'Europe qui baisse, l'Italie qui baisse le moins pire, entre guillemets, qui recule de 1,11%, et puis la Suisse juste derrière qui baisse quand même de 1,63%. Et puis alors après, ça s'aggrave, le Dow Jones qui tient parce que c'est encore des values, entre guillemets, puis après le DAX 2%, les transports aux États-Unis moins 2,29%, le CAC 40 moins 2,63%, a signalé un downgrade massif d'Hermès de la part d'un broker français. Le titre a perdu 6%, je crois que c'était jeudi, donc ça part en vrille un petit peu dans le secteur du luxe qui était le secteur porteur de l'année, je le rappelle. Le S&P 500 qui a cassé les supports, le SOX qui a défoncé les supports, le Nikkei qui a perdu 3,4% parce que finalement il n'a pas tourné au quiche, monsieur Ueda. Et puis le Nasdaq au fond du bac avec la pire performance de la semaine de notre liste avec 3,62% de baisse. Ça commence à sentir un peu le pâté à court terme, je dis bien, sur les techs. Pour ce qui est du SMI, alors Givaudan en tête, Nestlé qui fait pas grand chose, et puis tout le reste, eh bien c'est du flat à fortement en baisse. Alors il n'y a pas forcément des trucs à noter, mis à part Lonza, on va y revenir dans 2 minutes, mais il n'y a pas grand chose à noter l'un dans l'autre, c'est simplement un effet marché, hein. Vous allez le voir sur la performance du SMI en lui-même et sur le graphique du SMI qu'on n'a pas trop aimé. Les déclarations de la BNS, les déclarations de la Fed et le fait que les marchés se faisaient un peu taper sur la tête en fin de semaine,
On sent que c'est faible, qu'il n'y a pas de grande volonté d'y aller, et on arrive quand même dans une zone assez critique du point de vue technique, et on sent qu'il y a une espèce de fatigue du marché. On va voir très clairement la chose sur les graphiques dans 12 secondes. Les graphiques que voici, donc vous voyez le SMI, on peut même recorriger un petit peu notre trend descendant, et là clairement, eh bien, on est toujours dans cette tendance. Alors là, on va arriver dans une zone super intéressante parce que vous le savez, depuis un bon moment maintenant sur le SMI, on a quand même fait un support ici, enfin un rebond 2 fois ici, on a rebondi ici sur ce niveau-là, on a rebondi là, là on a frisé le rebond on va dire, mais globalement on sent que cette zone, cette tendance est quand même importante, et là on vient buter à la hausse, hein, comme on l'a vu cette semaine, on vient buter à la hausse sur cette zone, là ça n'arrive plus à monter, sur les 11 100, ça devient très très compliqué. Donc du coup, le risque maintenant, c'est de voir dans quelle direction va partir le SMI. L'ambiance, c'est pas top sur les marchés. Donc du coup, bah, on se pose pas mal de questions. Là, on voit vraiment que ça va être une zone très compliquée. Il faut qu'on arrive à sortir de ce triangle, en fait, pour être simple. On connaît les histoires des indices, mais globalement, ce qu'il faut, et on connaît la théorie de l'analyse technique, c'est que là, on est dans un triangle. Et cette zone-là, c'est la zone de sortie. Et la sortie qui va se faire sur le SMI sera plus ou moins de l'amplitude de cet écart-là, on va dire ça comme ça. C'est vraiment du bricolage, hein. Il y a certains analystes techniques qui vont me dire que je pinaille, et puis que je fais n'importe quoi, mais grosso modo, ça donne une amplitude. Donc là, on est à 10 500 en bas avec un top à 11 500, donc on a 1000 points de sortie potentielle. Donc on peut se dire que si on casse les 10 800, eh bien on peut aller chercher quand même dans cette direction-là, à la baisse. Même chose à la hausse, bien sûr. Donc voilà, je vois pas pourquoi à tour immédiat on rebondirait à 12 000. Mais en tous les cas, on sent que c'est un peu tendu et un peu fatigué sur le SMI. CAC 40, vous voyez la tendance baissière qui se confirme. On a eu cette espèce d'explosion la semaine dernière avec les chiffres l'annonce de la BCE qui était un peu injustifiée, avec un candlestick de renversement assez spectaculaire quand même sur le CAC qu'on voit ici, qui n'est jamais très bon signe. La tendance voudrait dire qu'on va aller, on va d'abord tester le premier support là où on est maintenant sur les 7000... 140, 180, un truc comme ça, 7180, et puis si on casse ici, on peut aller chercher les 7000 sur le CAC sans aucun problème. On sent que ça reste quand même là aussi très difficile, et que le luxe est aussi à de la peine à tirer l'indice, et ça serait quelque chose qu'il faudra surveiller, parce que si LVMH, Hermès commence à craquer et puis que le pétrole se replie, que Total suit derrière, ça va être difficile de rebondir. DAX, alors vous voyez le DAX, lui il est en train d'aller chercher, on a cette espèce de ligne bleue que j'ai tirée, ici c'est le support des 15 minutes, hein. Donc on voyait dans le graphique en 15 minutes qu'on avait un point assez intéressant sur les 15 500 par là autour. On l'a cassé vendredi avant d'aller le récupérer, donc ça c'est plutôt encourageant. Mais il va falloir de la bonne nouvelle, parce qu'il faut vraiment que le DAX arrive à ressortir de cette tendance qui est bien établie ici aussi pour rebondir plus haut. Mais de nouveau, moi je veux bien croire au rebond. Je suis plutôt bullish, d'obédience bullish comme on dit toujours. Mais par contre, j'aimerais quand même bien qu'on me dise quels seraient les catalystes aujourd'hui pour dire que ça remonte. Et je suis pas sûr que ce soit les agapes organisées à Paris par M. Macron qui vont rebooster l'économie ces prochains temps, ou la continuité des chiffres économiques qu'on va avoir ces prochains temps par rapport à l'inflation qui vont dynamiser le DAX. Donc attention, le trend baissier est établi. Pour l'instant, on n'est toujours pas rentré dans cette dead cross qu'on attend, hein. On a la moyenne mobile des 50 jours qui se trouve ici, et on a la moyenne mobile des 200 qui se trouve là. Donc quand ces deux-là vont converger, on aura au moins un signal de vente, ça sera peut-être un peu plus clair en termes de tendance à moyen terme, même si aujourd'hui le moyen terme, eh bien, on s'en occupe pas, puisqu'on vit vraiment jour après jour. Aux États-Unis, voilà, pas besoin d'avoir fait des études d'analyse technique pour se dire que c'est pas beau, hein, c'est pas beau, parce que le dernier point de support qu'on avait ici, eh ben on l'a cassé, qui était basé sur cette, là on est revenu chercher les points bas ici à 4300. Donc tout le monde est en train de se dire quels sont les prochains supports. Eh bien écoutez, le prochain support c'est la moyenne mobile des 200 jours qui passe par 4200. Et c'est ce que tout le monde a dans les yeux. Donc on peut s'attendre encore à un petit accès de faiblesse. J'ai un peu l'impression qu'on va trouver un fond dans la zone des 4200.
Mais on a encore un petit bout de chemin à faire, une centaine de points à aller chercher en bas sur le S&P 500, ce qui correspondra à cette tendance haussière qu'on a ici depuis octobre l'année dernière. Donc ça, c'est vraiment the point à ne pas casser, à 4150 sur le S&P 500. Si je veux vous faire peur, le Nasdaq n'a pas encore cassé son point bas. Donc là, ce sera aussi un peu un juge de paix, hein. Il va falloir aller chercher ces niveaux-là. 14 450 ici sur le Nasdaq. Et puis, ça correspondra aussi à la tendance haussière qu'on a ici. Donc là, ce sera vraiment le point d'inflexion assez intéressant. Il va falloir qu'on tienne ici. Sinon, là aussi, moyenne mobile, 13 400. Donc pour l'instant, on n'a pas trop envie d'en parler. Je fais un petit détour par Nvidia, parce que Nvidia a perdu 200 milliards de market cap la semaine dernière. Vous voyez là aussi, j'en ai déjà parlé, qu'il y a un risque quand même d'aller chercher le gap, hein. On dit en analyse technique que tous les gaps doivent être comblés. Vous voyez que le gap là, ça fait quand même 315, hein, ici. Ça tombe bien, c'est la moyenne mobile des 200 jours. Le SOX, l'indicateur avancé, alors lui il a tout pété, hein, tendance est cassée. Moyenne mobile, prochain stop 3212 sur le SOX. Il va falloir qu'on tienne ici à les 3200 pour être gentil. Après, sinon, ce sera là, beaucoup plus bas. Ça, ce serait beaucoup plus inquiétant. Mais globalement, la tendance de hausse dans laquelle on est depuis le mois d'octobre, elle a clairement été cassée. Beaucoup d'interrogations sur les semi-conducteurs qui sont venus la semaine dernière, ce qui justifie un peu cette prise de profit. Et forcément, Nvidia n'aide pas, hein. Les taux qui restent hauts, les taux qui vont rester hauts, c'est pas bon pour la tech. Et ça reste un gros problème sur le marché. Je termine ce point technique avec le dernier des Mohicans qui tenait encore le coup jusqu'à maintenant. C'est le Dow Jones, hein, qui tenait son support. Et puis en fin de semaine, après la Fed, eh bien, on a cassé. Donc là, on va déjà venir chercher la moyenne mobile sur les 33 750 sur le Dow. Quand on voit les stochastiques, on peut se dire qu'on arrive quand même en zone de survente. Il va falloir qu'on s'arrête, mais de nouveau, pour trouver un rebond vraiment viable, et puis qu'on puisse espérer remonter au plus haut tous les temps, il faudra un catalyste un peu plus important que ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, maintenant on va attaquer les actions de la semaine en Suisse. Alors il y a eu pas mal de remue-ménage dans les actions suisses, pas des gros trucs, mais il faut noter juste 2-3 petits points relativement assez intéressants. On commence tout de suite par Novartis. Alors Novartis, comme d'habitude, là je vais lire ce qui a été publié parce que comme il y a plein de noms que je connais pas qui sont pas dans la langue française, eh bien ça sera plus simple si je lis. Donc je vous m'excusez si je vous quitte des yeux pendant quelques instants. Je passe sur mon écran et on apprend que donc Sandoz a obtenu la recommandation du Comité des médicaments à usage humain, hein, le CHMP pour ceux qui savaient pas, de l'Agence européenne des médicaments, donc l'EMA, pour son alors là le biosimilaire Trastuzumab, c'est un anticorps monoclonal pour le traitement d'une certaine forme du cancer du sein et de l'estomac. Voilà, donc ça c'était une bonne nouvelle pour Novartis Sandoz, pour Sandoz surtout, puisque oui, ils vont être spin-offés bientôt. Donc ça c'était une bonne nouvelle et ce qui a permis relativement à Novartis de baisser beaucoup moins que l'ensemble des marchés cette semaine. Lonza en revanche, alors Lonza c'était la pire performance de la semaine. Pourquoi ? Eh bien son CEO s'est annoncé en tout début de semaine qu'il quittait la société, donc il sera remplacé pendant un temps, le temps de trouver quelqu'un d'autre par monsieur Albert Benny, qui est le président du conseil d'administration à l'heure actuelle. Donc du coup, eh bien, c'est un commun accord, il n'y a rien de négatif dans tout ça, mais le titre n'a pas, enfin les investisseurs n'ont pas du tout aimé, donc Lonza s'est fait taper sur le groin, sur la tête durant toute la semaine. En fin de semaine, ça a essayé de rebondir plusieurs fois, mais comme en fin de semaine, l'ensemble du SMI s'est fait décalquer, eh bien Lonza est parti avec l'eau du bain. Alors Lonza, vous voyez, ça j'ai laissé un peu ce que j'avais gribouillé avant, lors de la dernière fois que j'ai parlé de Lonza dans ce Swiss Bliss, mais vous voyez, j'avais mis un point là, une croix par rapport à cette espèce de tendance qu'on avait ici, qui marquait le point où on pouvait potentiellement aller chercher les plus bas. Alors, on y est, hein, voilà, on est revenu sur les 426. Donc Lonza, ça paye quand même un peu de dividendes. On est revenu au plus bas de tous les temps. Alors oui, bien sûr, toute la période Covid, c'est terminé. Mais on arrive quand même à des niveaux où potentiellement, il y aura peut-être quelque chose à jouer. Pour ceux qui savent et qui utilisent les ventes de put, je pense qu'à ces niveaux-là, ça peut être relativement intéressant. C'est pas parce que vous avez un CEO qui s'en va que c'est la fin du monde et que tout est transformé dans la société. Donc on est sur des points bas, des points qui pourraient être qualifiés de points de support, mais c'est vrai que tous les titres, on le constate un peu aux États-Unis également, tous les titres qui ont bénéficié du Covid
ces dernières années, eh bien, ils sont en train de payer la facture de manière assez conséquente. Et puis dans les petites nouvelles qui n'ont pas grande influence, mais qu'il faut quand même signaler, puisque finalement c'est un point positif, puisqu'on va dans la direction d'une amélioration au niveau réchauffement climatique et ESG, eh bien on notera que Holcim a pris une participation dans la jeune pousse Neustark à Berne. C'est une boîte qui est active dans le domaine de l'élimination du dioxyde de carbone. Donc ils ont mis au point une solution qui permet de stocker durablement le stocker durablement dans des déchets minéraux recyclés. Bon, c'est pas très clair pour moi, mais en tout cas, c'est plutôt positif pour Holcim et c'est surtout positif pour la planète puisque ça va dans le sens E et G. Ça va probablement faire remonter la note de Holcim également de ce côté-là, puisque on sait que la construction est un des trucs qui est le plus mauvais en termes de CO2 justement. Donc point positif pour Holcim et point positif pour la planète. C'est assez bien pour le signaler de temps en temps. Dans la région de Plan-les-Ouates, il y a une société, Plan-les-Ouates c'est à Genève, hein, c'est là où je suis né si ça se trouve, enfin non pas si ça se trouve, c'est là où je suis né. Et donc il y a une société qui s'appelle Addex, qui est dans la pharmaceutique de développement, on va dire. Alors Addex, ils ont annoncé la semaine dernière qu'ils ont obtenu, une bourse, grosso modo, de la part de l'Europe qui leur permet finalement de continuer le développement sur certains produits. Et donc c'est une bourse de 4 millions et le titre a rebondi massivement de 12% sur la nouvelle. Alors comme ça à présenter, on se dit c'est génial, il se passe un truc. Bon, dans la réalité des choses, c'est un tout petit peu différent parce que quand on regarde le chart, eh bien voilà, donc ça se passe de commentaires, ça c'est un trait que j'ai fait par erreur, mais si on regarde le chart, ça fait quand même, comment dirais-je, voilà, 2021, Addex, ça valait 2 francs 40, ça vaut 7 centimes. Alors, 12% de rebond sur 7 centimes. Je veux bien zoomer sur le chart, mais vous voyez que ça ne se voit même pas. Voilà, donc 12% de pas grand-chose, ça reste toujours pas grand-chose. Néanmoins, c'était une bonne nouvelle, mais on ne parle que de 4 millions à l'époque où vous avez des boîtes techno qui prennent 150 milliards ou qui perdent 200 milliards de market cap sur une annonce. On se dit qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Ipsomed est aussi dans la pharmaceutique et dans le développement biotechnologie et consorts. Ils ont décroché un important contrat auprès de Novo Nordisk, qui est la plus grosse capitalisation boursière européenne, spécialiste du diabète et de l'obésité. Et donc Ipsomed a signé un contrat, le titre se comportait relativement bien sur l'annonce, prenait près de 4%. Et puis en fait, on ne connaît pas les détails financiers. Donc là aussi, c'est encore une des magies de la finance, c'est qu'ils ont eu un contrat, ouais, ça monte. De combien ? On ne sait pas, mais c'est positif. Ok, bah c'est positif. Alors Ipsomed montait la semaine dernière, enfin en tout cas sur l'annonce, Ipsomed était en hausse. C'est une bonne nouvelle pour eux, mais on ne sait pas ce qu'ils ont encaissé comme pognon dans l'histoire. D'ailleurs, regardez le graphique. Je fais juste la fin de la semaine. C'est absolument magique. Ils ont fait l'annonce, ils ont obtenu la bonne nouvelle. C'était ici. Et puis donc là au top, hein, et puis depuis, ça fait que de baisser. Donc on ne sait pas le montant, mais en tous les cas, elle est partie avec l'eau du bain, comme le reste du marché sur Ipsomed. Le graphique que vous avez sous les yeux, c'est le graphique de la Baloise. Alors vous vous dites, oh mon Dieu, mais quel est ce gap ? Eh bien, quel est ce gap ? C'est simplement que la Baloise, ils ont complètement foiré leurs résultats et se sont pris une saucée absolument géniale. Donc, quand vous regardez la performance globale du titre, enfin, la performance des résultats sur le trimestre, eh bien, ils se sont massivement plantés. Et il y a eu un gros désinvestissement avec quelques downgrades à droite à gauche. Donc, on est revenu à des niveaux qui sont relativement inquiétants. Il faudra surveiller le niveau à l'œil comme ça, hein, ces points bas extrêmes qu'on a par ici. Pour pas aller beaucoup plus bas. Donc il faut vraiment surveiller les 130 sur la Baloise, mais très mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle avec une rentabilité opérationnelle qui baisse, un bénéfice qui baisse, enfin tout qui baissait. Donc c'était pas extraordinaire au niveau de la Baloise. C'est assez rare pour être signalé parce que finalement les résultats des assurances ces derniers temps n'étaient pas catastrophiques non plus. Upgrade, downgrade pour terminer, on a eu UBS qui était upgradé par Berenberg, ça s'est pas vraiment ressenti sur le marché. Grosso modo, ils ont dit que ça allait bien se passer dans l'intégration du Crédit Suisse et que c'était un super deal pour l'UBS et que ça devait apporter des voies stratégiques considérables pour l'avenir de l'UBS. Tu m'étonnes. Pas besoin d'avoir fait des grandes études pour en arriver à cette conclusion. Néanmoins, upgrade, ça ne s'est pas ressenti sur la performance du titre cette semaine, mais notez que Berenberg est à l'achat sur l'UBS. Ils ont recommandé, confirmé même leur recommandation d'achat. Et puis JP Morgan a relevé sa recommandation d'achat sur Swiss Re.
Ils ont confirmé, ils se sont mis sur overweight et ils ont relevé l'objectif de cours surtout. Ils estiment que c'est une valeur sûre, blablabla, donc tout va bien. Là aussi, très peu d'impact, mais positif pour l'avenir des marchés au niveau de Swiss Re en 2024. Alors ça aussi, c'est assez génial parce qu'aujourd'hui, tout le monde vogue à vue, mais tout le monde fait des prédictions quand même pour l'année prochaine. Et donc, si on rebondit sur l'upgrade de JP Morgan, on voit qu'ils sont très rassurés sur les conditions de marché l'année prochaine. Alors, les conditions de marché l'année prochaine, ce sera assez intéressant à voir parce que comme Swiss Re est quand même pas mal impacté par les effets catastrophes mondiales, on ne peut pas vraiment prédire les catastrophes, donc on fait des prévisions sur un truc qu'on ne sait pas. Mais c'est assez rigolo parce qu'aujourd'hui, il y a tout le monde qui a un avis à relativement long terme. On a entendu beaucoup de prévisions pour 2024 parce qu'on s'approche gentiment de la fin de l'année. Donc vraiment pas mal de prévisions pour l'année prochaine. Mais en même temps, on nous maintient une vision assez court-termiste des choses. Et quand vous avez ça en même temps, vous vous dites, bon d'accord, par exemple la Fed nous dit l'année prochaine, ça va aller bien en termes de croissance, ça va aller bien en termes d'inflation. L'inflation va baisser et on pourra potentiellement aller dans une bonne direction en 2025. Mais en même temps, ils vous disent, bon, par contre, moi, je ne peux pas prendre de décision sur les taux avant la fin du mois parce que j'ai besoin du CPI, du PPI, des non-farm payrolls, etc., etc. Donc, on te dit, je peux te faire des prévisions sur l'année prochaine. Par contre, j'ai aucune idée, mais alors vraiment aucune idée de ce qui va se passer là tout de suite. Alors, je ne sais pas, il y a un truc qui doit quand même bugger. Et ce bug qu'on a aujourd'hui dans les marchés n'est pas forcément hyper rassurant. On l'a vu sur les graphiques. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'air d'avoir des supports qui peuvent nous arrêter dans notre chute ces prochains jours. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait trop de mauvaises nouvelles qui nous arrivent dessus, parce que là, on est quand même un tout petit peu faible et prêt à sauter du bateau si cela est nécessaire. Alors, on ne va pas rentrer dans du négativisme exacerbé, mais je l'ai déjà dit dans le Morning Bull plusieurs fois cette semaine, prudence quand même. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire cette semaine. Il y avait pas mal de choses à dire. Semaine Banque Centrale, comme vous l'avez vu. Je vous recommande et je vous encourage de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Je vous recommande également de liker cette vidéo, de la partager si vous avez aimé. Et puis moi, je vous retrouve comme d'habitude lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, profitez bien de ce qui vous reste du week-end. Et puis, soyez forts. Et puis, ça va bien se passer. On espère qu'on va tenir les supports. Allez, à lundi. Bye bye.